Rendez-vous au campus cyber pour rencontrer Sarah Sellos, chef de département à la Direction générale de l'armement. Avec elle, nous allons comprendre le fonctionnement des réseaux numériques et comment les pirates peuvent en profiter. Internet, c'est un énorme réseau qui relie des milliards et des milliards d'appareils numériques dans le monde. On a tendance à confondre Internet avec le web. Le web, c'est l'ensemble des sites web qu'on consulte lorsqu'on va sur un site d'information en ligne ou sur un site de e-commerce. Mais sur Internet, on va trouver plein d'autres services. On va trouver la messagerie instantanée, les jeux vidéo, les mails, le transfert de fichiers et de plus en plus, on va trouver l'Internet des objets, c'est-à-dire les objets connectés comme les caméras connectées, les montres connectées et les assistants vocaux. Alors le problème avec Internet, c'est qu'on en est devenu extrêmement dépendant, nos sociétés numérisées ne peuvent quasiment plus s'en passer et ça nous expose aux cybermenaces. Prenons l'exemple de l'école. À l'école, aujourd'hui, on a un espace numérique de travail. C'est très pratique, ça permet de consulter ses notes et de dialoguer plus facilement avec ses professeurs. Mais cet espace numérique de travail, il est également ciblé par les cybercriminels qui vont l'utiliser, par exemple, pour diffuser des messages terroristes. Prenons maintenant l'exemple de la santé. Malheureusement, les hôpitaux sont de plus en plus cyberattaqués. Qu'est-ce que cherchent à faire les cybercriminels ? Par exemple, à voler des données médicales, qui sont des données extrêmement sensibles, pour les revendre à prix d'or sur le dark web. Comment fonctionne un site web ? Un site web fonctionne selon une architecture client-serveur. Le client, c'est quoi ? C'est tout simplement notre smartphone, notre tablette, notre ordinateur qui va se connecter sur un site web. Ce site web est hébergé dans un serveur. C'est un gros ordinateur, généralement assez puissant, qui va répondre à toutes nos requêtes. Imaginons que ce site web est une maison et que dans cette maison, les portes sont mal verrouillées ou que les fenêtres sont en permanence ouvertes. Tôt ou tard, un cambrioleur va le voir, il va rentrer dans la maison, voler tous les objets de valeur ou alors tout saccager à l'intérieur. Un site web, c'est exactement pareil. S'il est mal développé, s'il contient des failles ou si son serveur qui l'héberge est mal configuré, tôt ou tard, les cybercriminels vont le détecter, ils vont rentrer à l'intérieur, ils vont exfiltrer des informations sensibles ou le rendre indisponible. Quelles sont les failles que peuvent exploiter les pirates ? C'est très difficile de lister de manière exhaustive les failles web, parce qu'elles sont pléthoriques. Mais si je devais citer un exemple emblématique, je citerais l'injection SQL. L'injection SQL, c'est une faille qui permet à un cyberattaquant de prendre le contrôle de la base de données par le biais du site web. C'est une faille très courante qui existe depuis longtemps, et même les applications modernes en sont sujettes. L'exemple le plus récent est celui de DeepSeek, le ChatGPT chinois, qui, à sa sortie, aurait été, a priori, vulnérable aux injections SQL. Qu'est-ce que c'est une adresse web ? En général, quand on accède à un site web, on utilise son nom de domaine. Par exemple, exemple.org. Mais on peut également accéder à ce site web par le biais de son adresse IP. C'est une suite de 4 nombres décimaux qui est quand même difficile à retenir. Alors, qu'est-ce qu'on a inventé pour résoudre ça ? On a inventé l'annuaire. C'est exactement ce que fait le DNS. Il associe un nom de domaine à une adresse IP. Alors bien sûr, le système DNS est un système d'information comme un autre. Il est aussi ciblé par les cybercriminels qui vont chercher par exemple à voler des noms de domaine pour faire passer un site malveillant pour un site légitime. Les pirates peuvent-ils modifier les adresses ? Ce que font en général les cyberattaquants, c'est qu'ils vont créer de toutes pièces des noms de domaine qui vont ressembler à un nom de domaine légitime. Prenons l'exemple de service-public.fr. Les cybercriminels vont créer un nom de domaine qu'ils vont appeler servicepublic.fr sans le tiret. Et le tour est joué. Ils vont faire passer leur site malveillant pour un site du service public. C'est une technique qui est très utilisée dans les attaques de type phishing. Ah oui, il faut être vigilant quand on clique sur un lien. Mais parfois, on ne voit pas l'adresse. Les QR codes, par exemple. On a tendance à scanner les QR codes de manière un peu automatique, parce que c'est très pratique, mais en réalité, parfois, derrière ces QR codes se cachent des sites malveillants. Et typiquement, il y a quelques années au Texas, des cybercriminels avaient collé des QR codes frauduleux dans un parking. Donc, quand les automobilistes voulaient régler leur stationnement, ils scannaient le QR code des cyberattaquants et donnaient leurs informations bancaires directement dans leur poche. Donc, une fois que je clique sur le lien, l'adresse me conduit où ? Sur un serveur ? Sur le cloud ? Elles sont stockées où, mes données ?
Sur Internet, les données peuvent être stockées de différentes manières. Mais de plus en plus, elles sont stockées dans ce qu'on appelle le cloud. Le cloud, c'est quoi? C'est des gigantesques centres de données dispersés dans le monde. Du coup, on ne sait pas où sont réellement stockées nos données sur Internet. Certains pays sont plus ou moins stricts en matière de protection de données. Et puis, les serveurs qui constituent ces centres de données peuvent tomber en panne ou voire être cyberattaqués. Le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on s'appuie beaucoup sur des solutions américaines qui sont soumises au Cloud Act, une loi américaine qui permet au gouvernement américain de mettre la main sur nos données en toute légalité. Alors évidemment, on essaye de faire émerger des solutions souveraines et européennes, mais ce n'est pas simple. Il ne faut pas être naïf sur les solutions cloud. Il ne faut pas considérer que c'est des solutions magiques. Il faut vraiment avoir conscience de ce qu'on gagne et de ce qu'on perd, ou de ce qu'on risque quand on utilise une solution de cloud. Et c'est pour ça que l'ANSSI a publié un panorama des menaces qui touchent le cloud. Dans la mesure du possible, on sauvegarde ces données en local. En local, personne n'y a accès. Mais au fait, qui voit ce que je fais sur Internet? En réalité, on n'est jamais vraiment seul sur Internet. Typiquement, notre fournisseur d'accès Internet peut voir les sites qu'on consulte. Les grandes plateformes comme Google, Facebook observent nos comportements en ligne, les analysent. Et puis dans certains pays, les gouvernements vont même jusqu'à espionner leurs utilisateurs et parfois même de manière massive. Mais si on en revient aux cybercriminels, il faut le savoir qu'ils disposent de tous les moyens techniques pour intercepter le trafic sur Internet et donc pour espionner nos échanges, surtout lorsque ceux-ci ne sont pas chiffrés. Les cybercriminels, ce sont des hackers, c'est ça? Pour le grand public, le hacking est synonyme de piratage informatique. C'est vraiment une vision caricaturale pour ne pas dire erronée. Et pour bien comprendre cela, il faut revenir à l'origine du terme hacking. Le hacking, c'est un terme qui a émergé dans les années 50 au MIT, lorsque les personnels du MIT ont bidouillé le système téléphonique pour le faire fonctionner de manière inattendue. Et c'est ce bidouillage qu'ils ont appelé hacking. Donc, hacker un système d'information, c'est le bidouiller pour tester ses limites, pour trouver des failles, ce qui permettra ensuite de les corriger. Le hacking, c'est donc une discipline, et c'est même une discipline cruciale pour comprendre le cyberespace dans toute sa complexité. D'ailleurs, les grands pionniers du numérique, ceux qui ont contribué à construire ce cyberespace, à le façonner, se revendiquent pour certains comme des hackers. C'est le cas de Steve Wozniak, qui est le cofondateur de Apple. Maintenant, si on en revient à la cybersécurité, le hacking est devenu incontournable parce que cela permet d'appréhender l'attaque pour mieux se défendre. Et au final, étudier les tactiques de l'adversaire et les éprouver sur sa propre défense, c'est une tactique militaire millénaire particulièrement redoutable. Alors bien sûr, on ne peut pas faire du hacking n'importe où, avec n'importe quoi et n'importe comment, sinon on s'expose à des sanctions pénales. C'est pour ça qu'il faut avoir une approche responsable, une approche éthique et le pratiquer dans un cadre légal.